En fait, c'est un plaisir d'être là et de vous présenter ce texte alors c'est un truc commun avec Claudio Lucifera, qui est à l'Université de Milan, et Elena Villar, qui était doctorante à l'époque, et ça fait partie de sa thèse. Et donc, l'objet de ce papier, c'est de regarder ce qui se passe lorsque l'enfant paraît et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les pères et les mères et dans une grande firme française. dont je tâche que vous ne connaissez pas. Donc, alors l'introduction, c'est assez simple comme thématique, puisqu'on sait que les femmes vont avoir le maximum de travail quand l'enfant arrive, et que du coup, ça va se répercuter sur leur taux de participation au marché du travail, mais ça, on ne va pas le regarder. Mais quand elles sont employées, elles vont avoir tendance à travailler moins d'heures parce que les semaines ne sont pas extensibles et donc à avoir aussi des salaires plus bas que les hommes ou que les femmes sans enfants. Donc ça, on va un peu jouer sur les différences entre hommes et femmes, mais surtout entre femmes à qui arrive le môme et les autres qui n'ont pas encore eu le môme, ou les pères. Les animaux domestiques, comme tu disais tout à l'heure, Frédéric. Alors, il y a énormément de papiers sur ce sujet. C'est un sujet qui prend beaucoup d'importance sur cette question de différence de carrière entre les femmes au moment où elles ont un enfant et celles qui n'en ont pas, ce qu'on appelle le motherhood pay gap, c'est-à-dire l'écart là-dessus. Parce qu'en fait, plus ça va, plus on pense, et même c'est prouvé, que l'essentiel de l'écart femmes-hommes de salaire provient de cet effet enfant. Parce qu'en termes d'éducation, il y a plus grande différence entre les femmes et les hommes. En termes de participation au marché du travail, il y a encore un peu de différence, mais elle est très atténuée. Donc, pour les variables habituelles qui expliquaient les différences de salaire, qui étaient les femmes étaient moins diplômées, n'avaient pas les mêmes qualifications, ces différences-là ont disparu. Pas les différences de salaire, qui sont réduites, mais qui restent très persistantes dans le temps. Et le facteur qui fait la différence, c'est les maternités. Et qui va expliquer, on va voir chez Cleven, ça peut expliquer jusqu'à 80% de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Alors attention, je vais souvent bouger, soit femme-homme, soit femme avec enfant, femme sans enfant. Et donc ici, notre originalité ici, c'est qu'on va regarder ce qui se passe dans une firme précise. C'est-à-dire où les conditions de travail sont communes aux femmes et aux hommes, où les méthodes de rémunération et de ressources humaines sont communes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on regarde ce qui se passe dans cette... on regarde les conséquences économiques de la survenue d'un enfant dans cette grande firme qui est une firme qui rémunère très bien et qui est plutôt ce qu'on appelle family friendly, c'est-à-dire qu'il y a une politique en faveur des femmes avec enfants. On verra plus tard, il y a des avantages supplémentaires pour les femmes avec enfants. Donc c'est le genre de firme qui est considéré comme bien. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on utilise ici, c'est ce qu'on appelle une event study approach, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe après ce choc que représente la maternité, ce qui se passe avant et ce qui se passe après, en comparant avec les femmes qui n'ont pas eu d'enfants sur la période. Donc, ça va nous permettre de décomposer la trajectoire après cet événement. Et donc, du coup, on s'insère dans deux types de littérature. La première littérature qui est extrêmement abondante, c'est ce que je vous disais, c'est sur l'effet des enfants sur les salaires des femmes et des hommes. Et la part de cet effet pour expliquer les inégalités de salaire. Et puis, une littérature qui est beaucoup plus limitée, dont je vais vous parler un petit peu, qui s'attache à regarder ce qui se passe dans des entreprises particulières, ce qu'on appelle des case studies, où les gens entrent et restent. Donc, c'est des marchés du travail internes. Et alors, il y a extrêmement peu d'articles
qui examine ce qui se passe dans les entreprises, parce qu'en fait, c'est assez difficile d'obtenir les données, tout bêtement. Alors il y a le plus célèbre, c'est Baker, qui a eu droit à des données américaines sur une grande firme. Il en a fait 2 articles qui sont tout le temps cités parce que c'est les seuls sur le sujet. Et donc, il avait une énorme entreprise où il a pu identifier les carrières, les promotions, etc. Mais quand j'ai regardé de plus près son papier, en fait, il avait une firme extrêmement simple, et je suppose que c'est parce qu'il y avait très très peu de niveau hiérarchique, tout était bien identifié. Je pense qu'il avait une firme vraiment très particulière. Parce que nous, on est quand même dans une firme assez représentative des grosses entreprises françaises prospères. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah oui, ça, c'est le coup des économistes, on tue le suspense dès le départ. Donc, en même temps, il n'y avait pas vraiment de suspense. Donc, on ne trouve pas aucun effet sur les carrières des hommes de la paternité, ni positif ni négatif. En revanche, on trouve bien une pénalisation salariale pour les mères comparée aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants sur la période. Et alors, cette pénalisation salariale, on va pouvoir la décomposer en le fait qu'il va y avoir du passage à temps partiel ou moins d'heures travaillées. Donc, ça va réduire les revenus, puisque ce sont des revenus non corrigés du temps de travail. Et on va aussi constater des différences dans l'absentéisme, puisqu'on a des données sur l'absentéisme. Donc, on pense que ces différences sur l'absentéisme peuvent avoir un impact sur le revenu, parce que ça va emmener, on va le constater, à ce que ces femmes qui ont eu un enfant vont louper des promotions, vont être oubliées au moment des promotions, ou vont avoir moins de primes de performance individuelle que les autres. Donc il va y avoir, en fait ça va être nos 3 facteurs, le temps de travail, les promotions et les primes, et qu'on relie à l'absentéisme. Alors, je vous dis rapidement la littérature qui existe sur le sujet. Alors, là, on n'innove pas du tout sur l'histoire de l'écart, la pénalité liée à la maternité pour les femmes comparées aux autres femmes qui n'ont pas d'enfants. Je veux dire, c'est universel. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui regarde ça, il trouve une pénalité, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays. Donc, alors celle qui a vraiment initié les études sur le sujet, c'est Jane Vadvogel, à partir de 1997. Et elle bénéficiait d'une base de données en panel, c'est-à-dire qu'elle pouvait suivre réellement les femmes au moment de du début, de leur entrée sur le marché du travail, à la naissance, etc. Donc c'est à partir de là qu'elle l'a fait. Donc ça permettait de répondre à une objection qui était souvent faite quand on faisait des trucs plus naïfs que ça, qui est, oui, mais les femmes, elles choisissent de se retirer du marché du travail pour élever leurs enfants. Donc là, elles pouvaient quand même tenir compte des caractéristiques individuelles de cette propension ou non à investir dans la carrière. Bon, après, j'ai cité les plus célèbres. En France, on a Wilner, qui est un INSEE qui a fait beaucoup de travaux là-dessus et qui montre, en utilisant les DADS, cette pénalisation qui est de l'ordre de 5% en France en moyenne. Et notre référence vraiment favorite, puisqu'on marche dans ses pas, c'est Cleven et Landais. Il y a un troisième, dont le nom m'échappe soudain, qui ont vraiment relancé cette histoire d'utiliser les event studies comme technique pour analyser ces écarts de carrière avant et après une naissance. Donc ils l'ont fait. Bon, évidemment, ils ont une base de données sur le Danemark. Que c'est dégoûtant que les économistes accèdent de telles bases de données, parce qu'ils ont tout. Ils ont toute la population, ils savent, ils ont ce que les gens font, avec qui ils sont mariés, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent le soir. Enfin, c'est un rêve. Les pays scandinaves ont une richesse de données. Alors,
il y en a aussi, les Suédois, ils peuvent remonter jusqu'au 19e siècle, avoir toutes les générations. Enfin, bon, bref, on est très jaloux. Mais alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, donc, pour l'ensemble de la population, l'impact des maternités sur différents outcomes de différents produits, c'est-à-dire la participation au marché du travail, le nombre d'heures de travail, les taux, les salaires, les emplois, etc. Et les secteurs d'emploi. Et donc, ils ont trouvé une pénalité de 20% liée aux enfants, donc pour les femmes par rapport aux femmes sans enfants. Et surtout, ils ont regardé, ça c'est original chez eux, c'est qu'ils ont regardé l'impact de cet effet sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est là ce que je vous disais, c'est le principal résultat de leur papier, c'est que l'histoire des enfants explique maintenant 80% de la différence des revenus entre les femmes et les hommes. Là, on saute des femmes-femmes à femmes-hommes. S'il y a une pénalité salariale, elle est maintenant liée uniquement à cette histoire familiale et donc à la répartition des tâches familiales et qui va chercher le gosse à la crèche. En gros, c'est ça. Alors, il y a sur les paternités, messieurs, là, ça commence à être étudié, l'impact des paternités sur les salaires. Parce, ouais. On est au Danemark, l'équivalent. Pourquoi 1 million d'euros? Comment tu fais ça? Ah, sur toute une carrière, oui. Oui, c'est vrai. C'est un truc vraiment sur le long terme, sur le long terme, l'ensemble de la carrière. C'est-à-dire quand tu arrives à la retraite, tu as paumé ça. Ouais, pose-le. On verra ça plus tard, s'il te plaît. Non, mais là, c'est des trucs en moyenne. Le Wilner et tout ça, c'est-à-dire que tu vas voir que c'est pire au début, puis ça se rattrape un petit peu, mais plus ou moins. Non, ça s'aggrave. Et au troisième, on sort du marché du travail. Enfin, ça c'est les faits stylisés. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est sur les mecs, parce qu'il y avait deux théories en compétition. Généralement, on observait que pour les pères, il y avait un bonus salarial à l'arrivée de la paternité. Et qui pouvait être lié il y avait deux explications. La première, c'était les pères, une fois qu'ils ont des enfants par rapport aux autres hommes, donc c'est toujours comparé aux hommes sans enfants, ils se sentent investis de responsabilités, ils multiplient les heures supplémentaires et ils évitent de rentrer chez eux, donc autant bosser. ce qui est la première explication possible, donc une recrudescence de l'intensité de l'effort. La deuxième explication était liée au fait que les pères étaient déjà des gens différents des autres hommes qui n'avaient pas d'enfants, et donc plus fiables, Alors, il y a surtout la prime venait au mariage, plus qu'à la paternité. Et cette prime au mariage, c'était le fait que, en se mariant, ils indiquaient à l'entreprise qu'ils étaient plus stables, plus fiables, etc. Et donc, ça les mettait sur des carrières plus profitables. Bon. Alors ça, c'est un énorme pan de littérature. Tout le monde se bat dans tous les sens sur ces deux trucs-là. Quand même, on serait plutôt sur le premier effet, qui est de changement de comportement lorsqu'on est marié à la paternité. Et donc, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a des bonus liés à la paternité un petit peu partout dans le monde, mais qu'ils ont tendance à
à se réduire dans ces dernières années. Bon, Wilner l'a prouvé pour la France, dans les 10 dernières années, ça s'est réduit, et même en Norvège, on peut observer une petite pénalité pour les pères par rapport aux non-pères, toujours. Parce que, et là, ça rejoint toujours l'histoire que les normes sociales changeant, les pères s'occupent plus de leurs enfants, donc sont moins présents sur le lieu de travail, et paf, ils sont traités comme des mères. Donc, et ça, c'est un truc que je dis souvent. En fait, on est en ce moment, on voit quand même qu'il y a des changements. On voit pour la France et pour la Norvège, et qu'il y a quand même des changements de comportement assez profonds sur la relation à l'enfant, quel que soit le sexe du parent. Et ce qui nous pend au nez, c'est d'avoir des inégalités entre personnes avec enfants versus personnes sans enfants. Que les célibataires sans enfants prennent un avantage et que ça crée des tensions dans l'entreprise. Parce que tant que c'était que les femmes, c'était pas grave. Alors, sur les institutions, je vous passe très rapidement ce slide parce que vous connaissez les institutions françaises, mais pour les étrangers, il faut leur rappeler qu'il y a des congés maternité, surtout aux Américains, parce qu'ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de congé maternité payé, les Américains, ni même de congé maternité au niveau des USA. Mais par contre, il peut y en avoir par État, il peut y en avoir aussi par firme. Donc, je passe ça parce que ça, vous savez. Mais par contre, notre entreprise, c'est ce que je vous disais, elle est plutôt sympa parce qu'elle rajoute 4 semaines de maternité, de congé maternité payé pour la première naissance. Donc, c'est quand même pas négligeable. Elle rajoute une prime à la naissance et elle contribue aux dépenses de garde. Et les mères ont droit jusqu'aux 6 ans de l'enfant à 6 ans ou 8 ans, je sais plus, à 6 jours supplémentaires de congé et 2 jours pour enfants malades. Et enfin, là, actuellement, ils sont en train de développer le télétravail pour faciliter les choses. Alors, sachant que dans cette entreprise, les hommes, particulièrement les pères, réclament très fort de bénéficier des mêmes avantages que les mères et on leur accorde progressivement. Pas les 6 jours. Mais... Ah, je sais pas, mais c'est bien possible. Non, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. En fait, c'est très inspiré de la fonction publique française, donc c'est un petit peu comme le supplément familial de traitement. Ouais, bah, non, ils partent pas, hein, ils restent. Hein. Alors, voilà, voilà l'originalité de cet article, c'est qu'on utilise une base de données de l'entreprise en panel. Alors, il y a des pour et des contre d'utiliser des bases de données d'entreprise. Alors, faut avouer que c'est pas si facile à obtenir que ça. Sauf que moi, en ce moment, j'en ai un petit peu trop. Ils veulent toutes, parce qu'il n'y a pas plus mouton qu'une entreprise. Dès qu'une fait quelque chose, les autres le font. Et celle-là, c'est pareil, elle est venue me tirer par la manche parce que ils avaient appris que je faisais ça avec L'Oréal. Donc, pour L'Oréal, j'ai le droit. Parce qu'on a signé une ANR explicite. L'Oréal, j'ai le droit de citer que je fais des études sur eux. Et après, donc du coup, les DRH se rencontrent entre eux, ils échangent. Et alors, il y a L'Oréal, ils sont très forts en marketing. On a un truc super. Et après, ils m'appellent. Et donc, c'est réellement comme ça que je me suis retrouvée avec cette énorme firme. Alors, qui a l'avantage d'être industriel, donc ils ont une culture d'entreprise extrêmement ingénieure, donc leurs bases de données sont propres. Contrairement à L'Oréal, où c'est un petit peu plus fantaisiste. Et donc, les informations sont extrêmement précises. Et puis, on a des données, des variables qui ne sont pas disponibles dans d'autres bases de données. On a, par exemple, ce qui est extrêmement rare, qu'on n'a pas encore totalement tout exploré, c'est qu'on a donc toutes les données concernant la gestion de carrière, positionnement hiérarchique, occupation, tout ça.
Et on a aussi des données sur leur vie familiale, la mise en couple, parce que en fait, il y a une prime qui dépend du nombre de personnes qui résident dans le ménage. Donc, ils ont intérêt. Isabelle. Oui, mais du coup, ils ont intérêt à déclarer combien ils sont dans le ménage. Donc, on a la mise en couple, on a l'arrivée des enfants, des pères comme des mères, hein, puisque les pères aussi ont des avantages. Ils ont des jours de congé quand il y a des événements familiaux. Donc on a ça. Je crois qu'ils ont des jours de congé lorsqu'il y a un divorce. Donc on a les divorces. Et on a tous les événements personnels. Alors par contre, je n'ai pas la dimension ménage. C'est-à-dire que je n'ai que des informations sur les salariés présents dans l'entreprise et je ne sais pas s'ils sont mariés entre eux. Ouais. Là je l'ai pas. Ça, oui, mais d'abord, tu dois pas le dire, et deux, ça, je peux pas les identifier. Ouais. Et puis alors, comme donc la contrepartie d'avoir ces données, c'est que je leur fais un rapport leur exposant leur truc que je présente au syndicat. Donc un rapport très statistique, très basique sur les écarts de salaire et d'où ils viennent. Et donc du coup, je me retrouve tout le temps en train de dialoguer avec les ressources humaines et les syndicats qui me fournissent énormément d'informations qualitatives. Donc, ça c'est hyper précieux pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, le gros inconvénient des données d'entreprise, c'est évidemment la question de la validité externe, parce que ce que je trouve pour cette grande entreprise, je ne peux pas l'étendre à d'autres. Et le deuxième inconvénient, mais qui est plus mineur, c'est la confidentialité, parce que on n'a pas le droit de révéler le nom de l'entreprise dans les publications, mais par contre, il est tout à fait prévu dans la convention de recherche qui me lie, le partenariat de recherche qui me lie avec eux. Je dois leur apporter donc une analyse tous les ans. En contrepartie, ils m'apportent des données. Et il y a un article qui dit « Je suis complètement libre de choisir mes sujets de recherche et de publier ». Sous réserve de ne pas citer le nom de l'entreprise et de ne pas dévoiler des choses confidentielles. Donc ils me relisent, mais il n'y a pas de censure là-dessus. Et eux, c'est leur super avantage, parce que du coup, quand je cause avec les syndicats, ils me font plus confiance qu'à leur DRH, forcément, parce que je suis l'élément extérieur, complet, et que je leur dis que bah oui, ça est comme ça, leur écart de salaire, je peux rien, et en fait je m'en fiche un peu. Par contre, si je pouvais avoir les avantages qu'ils avaient dans nos entreprises, dans nos universités, quand je leur raconte qu'on a acquis depuis peu les congés maternité dans l'université, ça les fait frémir, ce qui est exact. Bon, donc voilà le truc. Moi, je me dis bon, ok. C'est vrai que c'est pas valable pour l'ensemble des entreprises, mais on sait qu'en règle générale, il y a une pénalité à la maternité, puisque ça a été prouvé largement sur données françaises. Et là, on se place dans une entreprise qui est la plus favorable possible. Des salaires élevés, des avantages, etc. Donc, si on observe des mécanismes qui pénalisent les mères dans cette entreprise, ça veut dire qu'on est dans le cas le plus favorable, et même dans le cas le plus favorable, on a une pénalisation. Alors, donc qu'est-ce que j'ai comme base? Mathieu, reste calme. Donc j'ai tous les salariés de 2005 à 2016. En fait, maintenant j'ai jusqu'à 2018, mais on n'a pas encore raccordé. On a 63 500 salariés en France en 2016. Qui sont répartis sur tout le territoire. Vous voyez là, j'ai mis les intensités de salariés sur tout le territoire. Et ben, il y en a un peu partout. Alors évidemment, il y a des régions, il y en a un petit peu plus. Mais du coup, d'accord, j'ai qu'une entreprise, mais elle est quand même, il y a
Il y a de la région, il y a de la province, et il y a des grandes villes. On sélectionne ceux qui ont entre 20 et 50 ans pour avoir la période où il y a la plus susceptible d'avoir des maternités. Donc on a 363 125 employés année observation, il y a 32% de femmes, ah oui, c'est pas très féminisé, et à peu près 60% de parents, femmes et hommes confondus. Donc qu'est-ce qu'on a comme variable pour notre analyse? On a l'âge, l'éducation, ah oui, on a aussi l'éducation, le nombre d'enfants, l'ancienneté, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures d'absence, la cause des absences. Et on a aussi quelque chose qui est très particulier à cette firme et que vous allez très vite comprendre, c'est qu'on a des échelles de rémunération qui sont tout à fait similaires aux indices de la fonction publique. C'est la même logique. Chaque salarié a un indice. Bon, ils appellent ça le niveau, le rang. Nous, on l'a appelé le niveau de rang, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un rang qui va de 30 à 370. Donc, chacun est positionné sur cet indice et le salaire de base dépend de cet indice. Et une promotion, c'est changer d'indice. Alors ça, c'est bien de parler à un public de gens qui sont dans la fonction publique d'État, parce que je vous garantis que chez les étrangers, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Et donc on a en fait, on a notre salaire annuel qui va être, qu'on a décomposé en deux choses. On pourra en fait ultérieurement raffiner la chose. C'est donc on a le salaire de base qui dépend uniquement du rang dans l'échelle, plus des primes qui sont liées au poste. Donc ça peut être des primes de mobilité, ça peut être des primes de suggestion, etc., mais qui sont réellement, qui sont attribuées à tout le monde dans le poste donné, il n'y a aucune variation, et des bonus individuels qui correspondent à des primes de performance individuelles qui correspondent à une notation donnée au salarié par son supérieur hiérarchique. Alors j'ai tout. C'est-à-dire, ça c'est une donnée qu'on n'a pas encore fini d'exploiter parce que c'est trop riche, mais j'ai tous les niveaux donc CAP, chaudronnerie jusqu'à Polytechnique, et c'est précis. C'est-à-dire, j'ai le diplôme précis, en clair, son code et le lieu de délivrance de ce diplôme. Mais alors, mais ces cochons-là, ils ont changé de nomenclature à un moment, si bien que j'ai un petit souci d'harmonisation. Donc ça va nous demander un petit peu de travail pour tout exploiter, mais ça c'est prévu, mais c'était un petit peu long. Et aussi, il y a une donnée qu'il faut qu'on exploite mieux, c'est qu'on a le diplôme à l'entrée, parce que quand ils arrivent, ils DEPCA, et on a le diplôme actuel. Et apparemment, il y a pas mal de formations continues et d'acquisition de diplômes via le CNAM ou des choses comme ça. Et ça, là encore, c'est un truc, c'est une dimension. On a un petit doute sur la qualité de la donnée, de la variable, donc on l'a pas encore mis tous nos efforts dessus parce que on pensait qu'il y avait plus urgent à faire, compte tenu qu'il y avait un doute sur la qualité de la variable diplôme à l'entrée. Et par contre, le diplôme, bon, là, on a mis des catégories, moins que le bac. On a quand même distingué les grandes écoles. Alors notre stratégie empirique est très simple. Hein, on part de l'idée qu'on a donc cet événement qui est la naissance, et on veut regarder ce qui se passe autour de la naissance. Donc on a un panel d'individus. On a leurs revenus, leurs heures travaillées, etc. Donc, Y, ça va correspondre à toutes les possibilités observables sur lesquelles on va regarder s'il y a des différences ou pas. Et on va définir R comme l'année de la naissance de l'enfant, donc, sur la période sous revue. Et on va définir, c'est ça le truc, S comme
l'écart entre l'année d'observation et l'année de l'événement. Donc, si la naissance a lieu en 2000 et qu'on observe les gens en 2003, R égale 3. Mais si la naissance a lieu, dans le même panel, si la naissance a lieu en 2001, et que ça sera aussi notre point de départ, ça sera à 0 pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on va tout faire, on va regarder avant et après la naissance, quelle que soit l'année de la naissance sur la période, pour toutes les femmes. Donc, on va regarder la distance, ce qui se passe 1 an, 2 ans, 3 ans après la naissance. Et 1 an, 2 ans, 3 ans avant la naissance. Donc voilà, ça c'est le truc le plus important. Donc on va tout centrer là-dessus. Donc on a S peut être inférieur à 0, c'est ce qui se passe avant. Donc on regarde ce qui se passe avant parce que notre souci, ça va être d'avoir pas de différence entre les femmes sans enfant et les femmes qui vont avoir un enfant avant la naissance de cet enfant, parce que sinon ça voudrait dire que nos futures mères ne sont pas les mêmes que celles qui n'ont pas d'enfants. Donc ça c'est ce qu'on appelle, il faut que le pré-trend, c'est-à-dire les comportements avant la naissance, soient les mêmes qu'on ait ou qu'on n'ait pas eu d'enfant. Et après on regarde ce qui se passe. Alors, donc du coup, voilà l'équation, je disais il y en aurait une, donc qui dit simplement, donc ça c'est ce qu'on va regarder, ça c'est notre variable d'intérêt qui est qu'est-ce qui se passe avant et après la naissance, et donc avec gamma qui va donner l'impact 1 an après la naissance sur les revenus par exemple. On contrôle pour l'âge, parce qu'on peut avoir des enfants à différents âges, des caractéristiques individuelles, le fixed effect individu, donc on contrôle pour chaque individu, la période, quand est-ce qu'on l'observe, et puis il y a le résidu. Alors cette façon d'écrire pose un souci, parce que on a, dans notre façon d'écrire, on a un lien direct entre l'année d'observation, l'année de la naissance et l'événement, qui se dire que tout ça c'est lié. Hein. Si on en a 2, on a le 3e. L'année de la naissance ne bouge pas. L'année d'observation, si elle va bouger, mais du coup ça va faire bouger ce qui sépare entre la naissance et l'année d'observation. Et donc du coup, on a un souci parce que si on veut contrôler des effets individuels, ça va être confondu avec l'année de la naissance de l'enfant parce que chaque femme n'a qu'une seule année de naissance d'enfant. Et donc, du coup, on ne peut pas estimer directement cette équation. Alors, on a 2 solutions. Et on préfère la deuxième. Là, on fait les deux, ça donne à peu près les mêmes résultats. La première, c'est qu'on regarde tous ceux qui ont eu un enfant sur la période. C'est-à-dire qu'on a les mêmes du début à la fin, et à un moment ou à un autre, ils vont avoir un enfant. Et donc du coup, on ne peut pas contrôler pour les effets individuels, mais on a des gens qui ont tous eu un enfant sur la période. L'autre solution, c'est qu'on va comparer notre groupe qui a eu un enfant à celles et à ceux, parce qu'on va faire aussi pour les pères, qui n'en ont pas eu sur la période. Alors, ils peuvent en avoir après, mais sur la période d'observation, ils ne les ont pas eu. Et donc, on va faire le contraste direct entre les mères et les femmes sans enfants sur la période. Donc, là, alors, concrètement, comment elles font pas assez d'enfants, malheureusement. Donc, on a été obligé de les regrouper, avoir un enfant, c'est pas une année, c'est 3 années, 2007, 2008, 2009. Donc ça, c'est notre événement. L'événement arrive quand il y a un enfant entre 2007, 2008, 2009. Donc celles qui ont 2009 et qu'on observe en 2007, ça sera -2 pour 2007, etc.
Et donc, on a quand même 2500 naissances. Donc, l'année de l'événement, on met S à 0, c'est notre démarrage. Puis on aura -1 et +1. Et donc, on va de -2 à +7. Et donc, l'intérêt de cette approche, c'est qu'on a un échantillon extrêmement homogène, puisque toutes ces femmes ont connu un événement, naissance, entre 2007 et 2009. Alors, on estime ça séparément pour les hommes et pour les femmes. Et donc, notre principal souci, c'est qu'on ne peut pas contrôler pour les effets fixes individuels, à cause de cette confusion entre l'année de la naissance et l'effet fixe individuel. Alors, notre seconde stratégie, c'est d'avoir ce groupe de contrôle. Donc, on a ceux qui sont traités, entre guillemets, c'est tous les salariés qui ont leur premier enfant. Ah, on regarde pour l'instant, j'ai oublié de vous le dire, ici, on va regarder l'effet du premier enfant, sachant qu'il ne va pas y en avoir d'autres. Mais on a fait aussi des tests de robustesse en mettant celles qui ont le deuxième enfant dans les 3 à 4 ans qui suivent, qu'on observe bien. Et là, on fait vraiment sur l'impact du premier enfant sur la carrière et du premier enfant qui reste unique un long moment. Parce qu'après, ils peuvent en faire un deuxième, hein, c'est pas interdit. Alors, on a donc nos unités traitées, c'est celles qui ont leur premier enfant entre 2007 et 2009, et on contrôle, le groupe de contrôle, c'est celles qui n'ont pas d'enfants dans cette période. Et donc là, on a plus de 98 775 employés hier observation, et on va de -3 à +8, puisqu'on regagne une année. Et donc, on estime toujours cette équation. Et on va s'intéresser évidemment à ce coefficient qui donne l'impact de cet événement par rapport au groupe de contrôle de la survenue de l'enfant sur les revenus ou sur les horaires. Donc, dans cette stratégie, donc l'intérêt, c'est qu'on peut contrôler pour les fixed effects individuels. Alors, on avait une grande menace, c'était l'attrition, c'est-à-dire le fait qu'on a peut-être des femmes qui quittent l'entreprise après la naissance, et donc ça affecterait notre groupe d'observation, puisqu'on transformerait les trucs. Et on a un vrai marché interne, c'est à savoir qu'on a très très peu de départs, parce qu'on peut les observer puisqu'on a notre panel, et on a extrêmement peu de départs après la naissance, moins de 5%, soit 89 individus quittent l'entreprise après la naissance, et pas forcément pour prendre un congé parental, puisque ça on peut aussi le contrôler. En fait, très peu prennent de congés parentaux. Dans les 89, il y a des congés parentaux, puis il y en a qui sont partis travailler ailleurs. Mais on ne sait pas où. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Que les parents sont plus âgés que ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est pas un scoop. À la naissance, les pères sont un petit peu plus âgés que les mères. On a aussi, ça on n'a pas beaucoup compris pourquoi, mais on a à peu près un quart des mères qui sont des mères célibataires. Celles qui n'ont pas d'enfants dans la période, elles sont plus éduquées, plus diplômées que les autres, elles sont assez présentes chez les managers. Et on a, en statistiques descriptives, on constate que les mères travaillent moins et qu'elles sont plus absentes que les non-mères. Pour les pères, ça ne change rien. Les résultats. Voilà, donc notre graphique favori. Donc, vous avez les deux méthodes. Le premier panel, donc c'est avec, dans l'ensemble des pères et des mères qui ont eu un enfant sur la période. Et dans le deuxième, c'est en utilisant comme groupe de contrôle ceux qui n'ont jamais eu d'enfant dans la période. Donc, 0, c'est l'événement. Et ce qu'on mesure, c'est le décrochage des revenus par rapport, soit dans le groupe initial de ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants, soit par rapport à ceux qui n'ont pas d'enfants sur la période. Oui.
Ah non, non, là c'est c'est le salaire annuel. Annuel non corrigé des heures. Donc tu vois, c'est pour ça que ça nous donne un décrochage, alors qui n'est pas immédiat, parce qu'il y a la prime au départ à la naissance qui va maintenir un peu le salaire annuel. Alors, cette prime, alors après on a un problème d'identification de la période, puisque nous on a l'année, mais on n'a pas le mois de naissance. Donc il y en a qui l'ont au début ou à la fin, donc ça joue un petit peu sur le salaire annuel. Mais on a un décrochage d'environ 9% à la deuxième année, et vous voyez que ça se prolonge jusqu'à la 8e année pour les mères. Pour les pères, c'est légèrement positif, mais pas significatif. Pour les pères, il ne se passe rien, c'est plat. Pour les mères, on voit vraiment le décrochage des salaires annuels non corrigés du temps de travail. C'est vraiment le revenu total et et pour tout le monde, hein, sans aucun autre contrôle, si ce n'est pour l'âge. Oui, on contrôle de l'âge, c'est tout. Alors, quand on essaye de regarder ce qui se passe de façon plus détaillée, on a fait plein de variantes, mais celle-là, une de nos favorites. Donc, on regarde, on sépare, si vous vous souvenez, dans notre salaire, ce qui est lié au salaire de base et au poste occupé, et ce qui est lié à la prime individuelle, qui dépend, la prime de performance, qui est vraiment individualisée. Alors, sur les pairs, pas grand-chose en termes de prime individuelle de performance. En revanche, on voit que leur salaire a tendance à être un petit peu boosté par rapport aux non-pairs. Mais c'est de l'ordre de 2%. Quand même. Pour les mères, on a la double pénalité, c'est-à-dire qu'on a une pénalisation, tu vois, qui est de l'ordre de 6% au départ, après on est 9%, 7%, on tourne autour de 8% jusqu'à plus 8 ans, c'est-à-dire quand le gamin, qui est le premier gamin qui est unique à 8 ans, après on ne peut pas continuer parce qu'on n'avait plus de données. Et pour la prime de performance, on a alors, les chiffres sont énormes, mais la prime de performance ne représente que, de mémoire, que 10 à 15%, même 10% de la salaire annuel. Donc c'est pour ça, c'est sur des petits chiffres que ça fait du 30%. Mais on a très nettement par rapport aux celles aux non-mères, parce que là on est bien on vous donne les chiffres par rapport au groupe de contrôle qui n'a pas eu d'enfants dans la période, on a bien un décrochage de la prime de performance. Les X, il n'y a que l'âge pour l'instant. Il n'y a que l'âge. Mais attends, on a l'individual fixed effect. Donc on contrôle finalement pour l'éducation. Par contre, je vais t'en montrer d'autres après. Alors, ce qui nous a accroché tout de suite, parce que quand je vous ai dit et redit, on a les heures. Hein. Alors, c'est une entreprise dans laquelle il n'y a pas beaucoup de mi-temps, c'est-à-dire le temps partiel inférieur à 50% est très rare, mais il y a beaucoup de 80%, 90%. Et alors, donc vous voyez, donc on a une variable qui nous donne le nombre d'heures travaillées dans l'année, et donc lorsqu'il y a du temps partiel, ça diminue le nombre d'heures. Et donc vous voyez assez nettement que ça décroche pour les mères, pas pour les pères, c'est-à-dire qu'il est vrai que l'entreprise favorise le passage aux 80% ou 90%, c'est pas compliqué à obtenir. Il y a aussi du 50%. Hein. Et donc, elles en profitent tout de suite. Et de façon assez attendue, il commence à y avoir un rattrapage en temps quand le gamin, puisque c'est l'unique, à 6 ans, 6-7 ans, on entre à l'école primaire et on repasse à un temps complet.
enfin, on ne décroche plus autant par rapport à celles qui n'ont pas eu d'enfants. Parce que c'est toujours du relatif. Hein. Parce qu'on peut aussi ne pas avoir d'enfants et être à 80%. Mais elles sont davantage, les mères sont davantage à 80%. Non, non, là, l'entrée en... Non, parce que le premier, elles sont encore en congé, c'est le premier enfant, le congé maternité, elles reprennent à bout de 2 mois. Donc... Non, il veut dire la crèche. 3 ans, 3 ans, tu as l'école maternelle. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire sur l'école maternelle? Non. Ouais. Alors, soudain, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est dans ce graphique-là. Non, on a exclu les deuxièmes enfants. Parce que on a, sur un graphique, je sais qu'on a un décrochage à 3 ans. Quand on n'exclut pas le second enfant qui... ouais. Alors, ça aussi, là c'est aussi un avantage de notre case study, c'est qu'on peut regarder les promotions. Le RL, c'est le rank, c'est votre indice fonction publique à peu près. Et donc ici, on voit... donc là, on évalue l'écart de rang entre les pères et les non-pères, les mères et les non-mères. Et donc, très nettement, elles sont en retard. C'est les rangs. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Non, attends, on les a exprimés en log, donc c'est des élasticités. Mais on va de 30 à 370, c'est pas comme, on peut pas le lire aussi facilement que des salaires. Alors, l'absentéisme, puisqu'on a dans notre base absolument, on a toute l'absentéisme, on a même les causes d'absentéisme, pas toutes les années, là ils finissent par plus vouloir nous les donner, parce qu'il y en a une année où on avait les absences syndicales, les absences pour bar mitzvah, enfin, le nombre de motifs d'absence, et c'est une bonne entreprise. Hein. Donc là, on a juste regardé, on a fait le total des absences sans essayer de les distinguer. Alors, si la seule chose qu'on a retiré, c'est les paternités et maternité leave, parce que entre le haut et le bas. Et donc là, par contre, on a bien l'effet crèche, puisque chez les mères, il y a un surcroît d'absence légèrement significatif de 0 à 3 ans. Et puis ça diminue à la fin. Les pères, il n'y a rien. Non, il n'y a vraiment rien. Il y a même tendance à être un petit peu plus, mais non, il n'y a rien. C'est pas significatif. Donc, on tient bien notre logique. Alors, on a regardé aussi, et ça, c'est le truc qu'il faut qu'on le creuse davantage, c'est l'histoire de séparer, parce que dans cette entreprise, vous avez des managers et des non-managers. Et les barrières sont assez infranchissables. Et très intéressant, c'est que, donc on est toujours dans la même optique mère comparée aux non-mères. Et donc, pour les managers, il y a un décrochage jusqu'à ce que l'enfant ait 5-6 ans par rapport aux autres femmes. Ensuite, ça rattrape. Enfin, il n'y a plus d'écart. Alors que chez les non-managers, l'écart se poursuit. Il pleut en Calédonie. Hein. On n'a pas d'avion à prendre, Elisabeth. Donc l'écart se poursuit. Et alors, quand on regarde, nous, on a regardé plus attentivement. Nos non-managers femmes dans cette entreprise, elles sont dans la division commerce, celle où il y a contact avec le public.
Et donc, on suppose que là, il y a plus de contraintes horaires, et donc il y a plus de passages à temps partiel, et qui se persistent dans le temps parce qu'elles n'ont pas beaucoup de choix des horaires vu leur fonction commerciale. Alors, c'est bon ? Dernier résultat. Donc on a voulu synthétiser ça et on a fait une sorte de décomposition, ce qui n'est pas une vraie décomposition à l'ORACA, Mathieu ne cherche pas, je t'interromps tout de suite, mais c'est juste essayer de faire une comptabilité de qu'est-ce qui est responsable dans l'écart moyen constaté des facteurs qu'on a identifiés, sachant que les facteurs rétroagissent, donc ce n'est pas une décomposition à l'ORACA. Donc, on arrive donc à une pénalité moyenne, tout confondu, hein, toutes les mères confondues par rapport aux non-mères, de 12,1% sur la période. Et on en explique, entre guillemets, enfin la quasi-totalité, puisque l'inexpliqué, c'est plus que 1,1. Donc, on a vraiment identifié de façon comptable, hein, non analytique, d'où ça venait. Et ça vient massivement de ce que je vous ai dit sur les retards de promotion, ce qu'on appelle les promotions perdues. Beaucoup sur... le deuxième secteur, c'est le temps de travail. Bien sûr, le temps de travail a pu influencer les promotions. Et enfin, moins de primes de performance. Alors, la décote était forte sur les primes de performance, mais comme elle représente peu du salaire annuel, finalement, ça compte pour pas beaucoup. Donc, ce qui leur a fait très très peur à l'entreprise, c'est quand on leur a montré ça, parce qu'ils se sont dit, il se passe quelque chose, il va falloir qu'on s'occupe des promotions des mères, parce que là, il y a un retard qui n'est pas tout à fait normal. Voilà, donc ça c'est la conclusion. Donc on a donc constaté, ce qui n'est pas un scoop, cette pénalité pour les femmes qui, après la première naissance. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne regarde que la première naissance, pas 2, pas 3, première naissance, et on a tout de suite, dans une entreprise favorable, et on a quand même des effets assez massifs, qui passent beaucoup par cette histoire de flexibilité des heures, de diminution des heures, et parce que même quand elles rattrapent leurs heures, il y a eu des promotions perdues et qui sont très très difficiles à rattraper. Voilà, that's all, folks. Question ? Ah, peut-être. Peut-être. Je me demandais si dans votre analyse, vous étiez capable d'identifier un meilleur âge de la maternité avec moins de conséquences négatives. Ouais, ça c'est une bonne. Oui, on y avait songé. Il y a pas mal de papiers maintenant qui réessayent de regarder l'âge optimal des grossesses. Je pense que ça s'y prête pas trop ici. C'est mieux dans un vaste. Là, il faut un panel complet parce que on y arriverait, mais ça serait valable que pour cette entreprise. Et puis, il n'y a pas tellement d'écart d'âge dans la maternité dans cette boîte. Ouais, non, il n'y a pas trop de variance. Elles font leur bébé à peu près au même âge. Je passe à, juste une autre. Est-ce que vous êtes capable d'identifier avec des co-auteurs des gens, enfin des profils tels qu'il n'y a pas d'effet, tels qu'il y a une proportion des gens sur lesquels il n'y a aucun effet, des femmes sur lesquelles il n'y aurait aucun effet de la maternité? Il faudrait qu'on passe à des analyses en distribution plutôt qu'en moyenne pour savoir ça. Ouais. Sur lequel tu vois rien, tu vois pas de décrochement. Vu qu'on a des effets quand même assez massifs, je pense pas. Enfin, ça sera à regarder. Mais quand on a des trucs aussi massifs que ça,
C'est quand même ça. Ce qu'il y a par contre de sûr, c'est que ça touche moins les managers que les non-managers. Oui, mais voilà. Est-ce qu'il y a une partie sur laquelle ça serait peut-être intéressant, Ouais, sur laquelle il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah ouais. Ouais, Donc on pourra regarder ça. Ouais. Ceux pour lesquels il n'y a Parce rien. que du coup, ça concentre sur les autres quand même. C'est une partie. Il n'y a rien. Tu vas se déchaîner. Comment? Tu vas te déchaîner? Non, pas du tout. En fait, j'avais déjà une question sur les promotions. En fait, comment tu nous as pas expliqué comment elles se déroulaient chez cette entreprise qu'on ne connaît pas. Cette entreprise qu'on ne connaît pas. Eh bien, vois-tu, il y a un fort effet de l'ancienneté pondéré par la vie du supérieur. C'est comme les primes individuelles. Ouais. Il y a des entretiens d'évaluation annuels et tu es promu. Alors, ils ont effectivement des routines, c'est-à-dire qu'il y a des carrières normales, et puis les très bons vont s'éloigner, et puis ceux qui sont plus en dehors, ils vont mettre plus de temps à être promus. C'est très, très proche encore des fonctionnements fonction publique, même si. Après cet avis du manager, il y a des commissions qui se réunissent pour harmoniser un peu ces promotions ou pas du tout? Alors là, pour le coup, c'est pas très documenté leur truc. On leur a déjà posé la question. Les réponses sont floues. C'est-à-dire que même par exemple sur les entretiens d'évaluation, ils n'ont pas une grille. Je crois qu'ils viennent d'introduire des items normalisés. Donc là, par contre, dans cette entreprise, ce qui compte, c'est à quelle division tu appartiens. Tu as des divisions royales où tu as des promotions plus rapides, et puis tu as des divisions serviles. Le commerce, c'est plutôt considéré comme en dessous, quoi. Donc ça jouera plus, à mon avis, sur les promotions. Mais il n'y a pas de commission, comme tu dis. Ça. Après, je me posais aussi deux questions. C'est comme tu as des données exhaustives de toute l'entreprise, j'imagine que tu n'as pas encore eu le temps de faire tout ça, mais de regarder par type de métier et puis aussi par type de site, parce que j'imagine que comme ils sont répartis sur l'ensemble du territoire, ils ne font pas tout à fait les mêmes activités. Est-ce qu'on retrouve justement cette tendance qui serait homogène ou est-ce qu'elle serait différente? Alors ça, on a commencé à regarder. Alors par type de métier, il y en a trop, donc tu peux pas. Là, mais par contre, les divisions ont des logiques assez communes. Et je dis l'histoire du commerce, marketing, ça différencie bien dans les pratiques RH des autres. Sur le territoire, là, on a vu qu'il y a des différences, puisqu'on a la localisation du logis et du lieu de travail. Donc, on a un effet plus fort en centre urbain de pénalisation. Il est plus fort en centre urbain qu'en en campagne ou en province. Et donc ça, c'est notre prochaine étape. Parce que donc je pense qu'il y a une histoire c'est ce que je te disais hier, c'est une histoire de temps de trajet derrière, sous-jacent. Il est tout à fait possible qu'en centre urbain, l'arrivée du premier enfant déclenche un déménagement plus loin, qui allonge les temps de trajet et qui se répercute plus pour les mères que pour les pères. Il faut aussi qu'on regarde si les pères déménagent. Et dernière question, j'ai dit que quand on avait une présentation économétrique, il fallait toujours poser la question de l'endogénité de la variable. Et tu as essayé justement d'instrumentaliser justement l'arrivée d'un enfant. Est-ce que avec tes données, tu es capable de faire des choses non, là par contre, pour tenir compte non, de tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait glisser parce que ce que tu regardes, on n'a que 2 points sur le pré-trend ici, et tu vois qu'il n'y a rien avant. Ouais. Donc ça va plutôt dans ce sens qu'il y a l'arrivée de l'enfant est un petit peu au hasard, quoi. C'est un random. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait glisser un petit peu la période pour avoir 4 points avant. D'accord. Et on n'a rien. On n'a toujours pas de pré-trend. C'est comme ça mais on peut pas instrumentaliser l'arrivée de l'enfant. Je veux dire, je vois pas quelle variable. Tu sais, c'est avec les jumeaux. Oui, on a essayé les jumeaux. On a essayé les jumeaux. Il y en a pas assez. Le seuil de 2-3 enfants, tu sais, c'est les trucs. Non, puisqu'on est au premier enfant.
Oui, non, mais du coup, tu aurais regardé autre chose, mais c'était pour. On n'a pas le sexe des enfants. T'as pas le sexe des enfants? Non. D'accord. Il n'y a pas une prime différente? Non, non, il n'y a pas de prime différente selon le sexe des enfants. J'ai pas bien compris, tu l'as expliqué au début, mais donc une étude qui consistera à voir les conséquences de l'arrivée d'un deuxième enfant, c'est complètement une autre étude? Vous pouviez pas le non, faire. c'est un test de robustesse qu'on a fait effectivement en excluant plus les mères qui en fait un deuxième dans la période. Ouais. Nous n'en avons pas fait 3, on en fait 2 dans la période sous revue, et on a la même chose, c'est-à-dire en plus grave. En plus grave, ouais. Parce que bon, c'est vrai que tu as qualifié cette entreprise de family friendly. Elle est très family friendly. Oui. Après, il y a friendly, hein. C'est sûr qu'il y a l'accord des jours de congé, des temps partiels. Mais bon, moi, j'ai des exemples en tête de femmes managers qui n'ont jamais retrouvé leur poste après plusieurs grossesses. Donc, tu vois, c'est pas qu'une question de salaire aussi. Il y a aussi le fait de ne pas retrouver, d'être carrément mis au placard. Et du coup, ben, voilà. Alors ça, identifier celles qui sont mises au placard, c'est difficile. C'est compliqué, ça, j'imagine. Alors, ça rejoint ta question sur les emplois. C'est ça, c'est par type de métier mais aussi. Là, honnêtement, on ne sait pas encore comment se débrouiller avec cette variable parce qu'elle a trop de modalités. Et puis d'une division à l'autre, ça n'a pas la même signification. Enfin, est-ce que le décrochage, justement, il est le même entre chaque division ou pas pour les femmes managers? Il est plus fort dans le commerce. Et on pour peut les pas... femmes managers aussi? Je sais plus. Je sais pas. On l'a fait, mais je m'en souviens plus. Voir justement, tu disais qu'il y avait des divisions justement qui étaient plus sélectives ou enfin royales que les autres. Eh ben, les divisions royales, elles ont un défaut, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Voilà. Bon, j'espérais, mais donc quand il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de naissance. Ouais. Ah oui. Oui, ça on l'a fait. Et alors on a fait ça, on a testé si ça jouait le taux de féminité, rien du tout. Par contre, ce qu'on a fait aussi, on a regardé les absences maladie et les retours, donc en disant que c'est comme un congé maternité, sauf que c'est lié à une maladie. Et là, par contre, on trouve un décrochage tant pour les hommes que pour les femmes au retour. Et ça peut être lié à une baisse de productivité au retour parce que c'est des maladies, donc on fait des congés équivalent 3 mois. Et cet événement-là, et donc effectivement, on a la même chose, mais cette fois-ci pour les hommes et pour les femmes. Le décrochage est le même. Ben, les managers s'en sortent un petit peu mieux que les non-managers ici. Ouais. Ah oui. Ben, là, on ne peut pas savoir. Hein. Je ne peux pas te le dire. Parce que là, je n'ai qu'une entreprise où il n'y a pas tant de femmes que ça. Ah, dans l'établissement. Ah oui, pardon. Ah oui, non, non, effectivement, ça ne changeait rien, ça. Le taux de féminité ne changeait rien du tout. Non, ah bah non, on les a exclus ceux-là. Ouais. Mais on le saurait. C'est parce que ça serait dans les... D'abord, ils ont tendance à rentrer jeunes avant d'avoir fait leurs enfants. Mais effectivement, ils peuvent quand même rentrer un peu plus tard et avec enfants. Mais dans ce cas-là, ils apparaissent tout de suite dans le fichier avec enfants, puisqu'il y a une prime qui est liée au nombre d'habitants du logement. Donc la variable, elle est extrêmement fiable.